Le Poinçon, un podcast de la BBR. Bonjour chers auditeurs du Poinçon. Nous sommes Blinera, Tatiana et Naé, 3 élèves aveugles du Centre de compétences pour les déficits visuels, CCDV. Dans notre groupe ado, où nous parlons beaucoup d'orientation professionnelle, est né un projet de podcast autour des rencontres métiers. Nous prenons contact avec des personnes ressources dans le domaine de la déficience visuelle ou même plus largement dans nos secteurs d'intérêt pour les interviewer sur leur métier et leur parcours. Aujourd'hui, nous accueillons Claire Lam, une personne référente de Portail, qui vient nous présenter son service d'insertion professionnelle à l'usage des aveugles et malvoyants. Bonjour Claire. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Parfaitement. On va commencer l'interview et on va vous poser la première question. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que Portail? Alors, Portail, c'est un service de psychologie, d'orientation et de formation professionnelle qui est spécialisé dans le déficit visuel. C'est un service qui fait partie de la fondation Asile des aveugles, qui est basée à Lausanne, mais nous, on travaille dans toute la Suisse romande, donc dans tous les cantons francophones. Et donc, vous, Claire, quelle est votre fonction au sein de Portail? Moi, je suis psychologue. Psychologue, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, c'est une bonne question parce que tous les psychologues ne font pas la même chose. Yes. Donc moi, je suis formée en psychologie de la santé et au sein de Portail, je fais différentes choses que je vais peut-être développer aussi un petit peu après. Il y a une partie qui est du soutien psychologique où je rencontre des personnes en entretien individuel pour les soutenir quand elles ont des questionnements ou des difficultés par rapport à leur santé visuelle. Ça peut aussi être leurs proches. Et puis, un autre axe, c'est l'orientation professionnelle. Donc, on rencontre des personnes qui sont atteintes dans leur santé visuelle pour les aider à construire un projet professionnel qui tienne compte de leur situation. Et quand vous dites, juste dernier point, quand vous dites leurs proches qui pourraient aussi avoir des handicaps ou leurs proches qui ont besoin de soutien pour faire face à ça? Ceux qui ont besoin de soutien pour faire face. Ils peuvent avoir aussi une atteinte ou pas. Mais ça peut être, par exemple, le mari d'une dame qui a perdu la vue. Ça peut être difficile pour elle, mais ça peut aussi être difficile pour lui. Et si c'est lui qui a plus besoin, on peut le rencontrer lui. Ah bah oui. Voilà. Mais par rapport à Portail, est-ce que vous pouvez préciser la différence entre l'orientation professionnelle et la formation professionnelle? Oui, avec plaisir. Alors, l'orientation professionnelle, c'est un processus qu'on peut faire seul, mais on peut aussi le faire accompagné par des professionnels comme moi. Et c'est un processus qui nous aide à mieux connaître nos intérêts, nos compétences et nos aspirations, en gros pour choisir le parcours professionnel qui est adapté. L'autre, c'est la formation professionnelle, et ça désigne plutôt l'ensemble des apprentissages et des formations qu'on peut faire, donc ça peut être scolaire, académique, mais aussi en entreprise. Et c'est ce qui nous permet d'acquérir des compétences spécifiques et aussi d'obtenir une certification ou un diplôme pour ensuite exercer un métier. Et qu'est-ce qui peut être fait comme type de service ou de demande à Portail? Alors, on fait plein de choses à Portail, mais aujourd'hui, je vais principalement parler de ce qu'on fait directement avec les personnes, donc les services qu'on propose. Il y en a un qui concerne le soutien durant la formation, l'accompagnement psychologique, que j'ai déjà mentionné, et puis le troisième, l'orientation professionnelle. Et puis concrètement, l'accompagnement et le soutien dans le parcours de formation, ça vise vraiment à garantir la compensation des désavantages qui sont nécessaires par rapport aux besoins visuels. Autrement dit, ça c'est mes collègues qui sont formateurs et formatrices d'adultes qui le font. Ils accompagnent les personnes durant leur formation et le but, c'est vraiment de s'assurer que la formation se déroule bien. Que s'il y a des difficultés liées à la situation visuelle, elles puissent être compensées, anticipées, gérées. Et ça se fait de différentes manières. De nouveau, c'est toujours focalisé sur la personne et chaque situation individuelle, mais ça passe par exemple par créer des documents qui définissent vraiment de quoi la personne a besoin. C'est écrit et c'est signé par tout le monde pour vraiment s'assurer que ça soit mis en place. Il y a aussi une part de sensibilisation sur les lieux de formation.
par exemple pour les équipes enseignantes. Ça peut aussi être de proposer des alternatives pédagogiques quand il y a des cours qui sont très axés sur la vue. C'est de trouver des alternatives pour que les personnes puissent quand même faire les apprentissages. Donc ça, c'est pour la partie soutien pendant la formation professionnelle. Après, il y a la partie consultation de conseils et soutien psychologique. Donc ça, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc c'est vraiment d'offrir un espace aux personnes qui ont un besoin psychologique en lien avec leur santé visuelle. C'est pas de la psychothérapie, c'est pas des longs suivis. On peut rencontrer les personnes 1, 2, quelques fois. Si après le besoin il est plus important, en général, on réadresse. Et puis, le troisième axe, c'est l'orientation professionnelle. Donc là, comme je l'ai déjà un petit peu dit, c'est l'idée de construire un projet professionnel qui est compatible avec ce qu'on appelle les limitations fonctionnelles des personnes. Donc là où elles vont avoir de la difficulté pour faire certaines choses. Et puis, on tient compte, et ça nous tient vraiment à cœur, à Portail, des intérêts professionnels des personnes, de leurs compétences professionnelles. Et puis, il y a toujours la question des droits. En Suisse, c'est lié à l'assurance invalidité. Donc, de quel genre de soutien on peut bénéficier via l'AI. Et ça, on le fait avec des entretiens individuels, du travail en réseau avec les ergothérapeutes, par exemple, des questionnaires, des recherches de stage. J'aimerais rebondir sur la question précédente de Naé. C'est quand vous disiez, vous, qu'on pouvait faire notre orientation professionnelle seul, c'était comment remplir des questionnaires? Parce qu'avec quelqu'un, ce serait, du coup, que quelqu'un évalue, et seul, ce serait comment? Seul, c'est peut-être ce que font la majorité des personnes, au final. C'est de choisir une formation, un métier, et puis ensuite de suivre le cursus, en fait. Ça, c'est quand on le fait tout seul. À l'opposé, quand on rencontre des personnes, des spécialistes, alors nous, on est spécialisés dans le déficit visuel, mais il y a des personnes qui sont, on va dire, plus généralistes, pas liées à ce public-là. C'est vraiment d'offrir un accompagnement, mais après, nous, on ne dit jamais aux gens quoi faire. On accompagne le processus, on aide la personne à réfléchir, à comprendre aussi le marché du travail, par exemple, et les possibilités de formation. Mais pour nous, c'est très important de ne pas être dans cette position où on dit aux gens ce qu'ils et elles doivent faire. Je ne sais pas si ça répond à la question. Les accompagner, mais vous ne leur dites pas quoi faire. Exact. Pour nous, c'est important. On discute. Et puis des fois, les personnes ont envie de faire quelque chose et nous, on sait déjà que ça va être compromis. Mais du coup, si on n'est pas très très sûr de nous, on va quand même faire des recherches parce qu'on peut se tromper. Et puis si malheureusement on sait que c'est pas possible, on va prendre le temps qu'il faut pour accompagner la personne et expliquer, parce que c'est important que comment dire. Pour nous, c'est important que les personnes puissent décider en fait de leur futur et puissent comprendre en fait chaque étape. Et que ça puisse leur correspondre. Absolument, ouais. Quels métiers sont accessibles à notre handicap? Ça, c'est une vaste question. On me la pose souvent en entretien. Surtout à Portail, concernant ça. Oui, oui. Alors, moi, quand je rencontre des personnes pour l'orientation professionnelle, il y en a quand même pas mal qui arrivent avec cette question. Et en général, je les déçois. Parce que j'ai pas une liste toute faite. J'ai pas une réponse toute faite. Donc, spoiler, je vais pas vous donner des listes de métiers. Mais pourquoi? Non, on part toujours des personnes. Et déjà, j'aurais envie de rajouter une petite précision. Pour nous, il n'y a pas forcément un handicap visuel. C'est plutôt pluriel, parce que on peut être déjà aveugle ou malvoyant, malvoyante. Quand on est malvoyant, il y a différentes manières de l'être, si je peux dire ça comme ça. Et puis même si, sur le papier, d'un point de vue strictement médical, on a la même atteinte, ça ne va pas forcément avoir les mêmes conséquences d'un point de vue fonctionnel, dans ce qu'on peut faire ou pas faire. On va aussi avoir des différences au niveau des stratégies compensatoires qu'on peut mettre en place, comme on l'a déjà dit, des intérêts professionnels. Tout le monde n'a pas envie de faire la même chose. Tout le monde ne veut pas faire un atelier de vannerie pour faire des paniers. Donc voilà, ça c'est un premier point qui est très très important pour nous. Ensuite, il y a la question de l'accessibilité des métiers. Vous vous en doutez, il y a des métiers qui sont par définition pas accessibles, soit visuellement, soit légalement. Il y a aussi des questions, alors là ça devient peut-être un peu plus technique, qui concernent le rendement, dont on doit
prendre en compte les questions de rendement professionnel, en fait. Parce que si on peut faire le métier, mais que ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps, bah, il y a une vraie question à se poser. C'est est-ce qu'on va trouver du travail et est-ce qu'on va le garder? Et ça, on doit essayer autant que possible d'anticiper ça. Et on peut le faire en organisant des stages, par exemple. Ça peut se mesurer, le rendement. Et puis, voilà, comme j'ai déjà dit, il y a aussi les caractéristiques individuelles, ces critères légaux, les questions d'assurance. Selon le soutien qu'on a et les mesures auxquelles on a droit, on n'aura peut-être pas les mêmes options, en fait, devant nous. Avez-vous des exemples de parcours professionnels de différents handicaps? Oui, j'ai quelques exemples. Alors, de nouveau, puisque pour nous, c'est important de partir des personnes et des individus. Oui, sans citer les noms, ça c'est important pour nous. La confidentialité. Ouais, non, ça c'est sûr. Je vais anonymiser les situations. Mais vu que pour nous, c'est important de partir de chaque individu, de chaque situation personnelle, ben, en fait, à Portail, on accompagne des personnes qui ont quand même des parcours assez variés. Et puis, donc j'en ai discuté aussi avec mes collègues, parce que moi, je fais souvent l'orientation professionnelle, mais pas pendant leur formation et après, hein, donc j'ai pas toujours la suite. Mais on a, par exemple, un jeune homme aveugle qui va bientôt commencer l'EPFL en mathématiques. Wow. À l'EPFL, on a une autre qui termine en physique. Alors ça, c'est des métiers où... Aussi. Non, elle n'est pas complètement aveugle. Okay. Mais quand même, ouais. Et donc, il y a des métiers comme ça un peu surprenants, je pense. Moi, avant de travailler dans le milieu, j'aurais pas imaginé qu'on pouvait étudier les mathématiques à l'EPFL en étant aveugle. Mais c'est une possibilité. Et aussi, dans un autre exemple, c'est un jeune homme qui a étudié le droit et qui vient de trouver un stage comme avocat. Et puis, pour lui, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, c'est pas tant sa cécité qui a posé problème dans le parcours, en tout cas jusqu'à maintenant, mais c'est vraiment plutôt les stéréotypes associés. Donc, ce que les gens vont penser de son handicap. Et c'est plutôt ça qui a freiné le fait qu'il trouve un stage. Bien sûr, parce qu'on peut nous dire, mais de quoi tu parles? Est-ce que tu connais? T'es aveugle, tu peux pas faire ça. Voilà, voilà. Ouais. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que je me fais la différence entre les métiers qui étaient accessibles aux aveugles avant et maintenant. Avant, on pouvait juste être physio ou je sais pas, je me rappelle pas vraiment. Oui, non, c'est juste, ouais. Avant, il y avait vraiment quelques métiers. Et là où je travaille, on avait des ateliers pour faire des paniers. Voilà, on a des photos. Vraiment? Oui, mais il y a Juste des longtemps. trucs où on faisait des paniers. Ben oui. Voilà. Avant, c'était quand même assez restreint. Voilà, exactement, c'est le mot que je cherchais. C'est assez restreint et on n'avait pas beaucoup de choix. Les choses ont heureusement évolué. Donc maintenant, on a plus de choix. Il y a toujours quand même des limitations et des barrières. Et puis, il y a des barrières qui vont être... qui vont pas changer. Si légalement, on a besoin d'avoir une vue à 100% pour faire un métier, voilà, ça va de soi. Mais il y en a d'autres qui peuvent changer. Donc c'est un peu les métiers qui reviennent le plus souvent, les métiers Non. que vous savez? Non. Là, c'est 3 exemples que je vous donne. Puis vous avez peut-être remarqué que c'est 3 métiers qui impliquent de devoir étudier à l'université pour y accéder. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément aller à l'université quand on est aveugle, mais... Et puis aussi, il y a d'autres écoles. Il y a d'autres écoles, il y a d'autres possibilités, mais c'est vrai que dans ces métiers qu'on accède par des voies qu'on appelle tertiaires, donc des hautes écoles ou de l'université, c'est des métiers où la vision sera moins une barrière, en fait. Après, il y en a d'autres, on peut aussi être, et vous l'avez mentionné, on peut être physio, ça c'est en HES, on peut être masseur ou masseuse médicale, ça c'est un brevet fédéral. Donc il y a aussi d'autres options qui ne sont pas universitaires. Et puis il y a aussi une chose que j'aimerais mentionner. Des fois, pour différentes raisons, on ne va pas pouvoir faire des formations. Moi, par exemple, je ne pourrais pas du tout étudier les maths à l'EPFL, mais pas du tout lié à ma vision. Je n'ai pas les compétences de base en maths pour y arriver. Voilà. Donc, il peut y avoir d'autres raisons qui font qu'on ne peut pas faire un projet ou un autre. Et dans ce cas-là, il peut arriver que l'assurance invalidité, donc l'AI, puisse compenser avec une rente. Elle peut être partielle, elle peut être entière. Et puis... Pour nous, c'est aussi important
de mentionner qu'en fait, quand on a une rente, on peut quand même se développer, on peut quand même trouver des projets qui nous intéressent et puis avoir notre place dans la société. Parce que des fois, il y a quand même un a priori que si on a une rente, on fait rien. Et quand vous dites les barrières à l'école, alors oui, pour les maths, vous avez dit il n'y a pas de barrière. Oui, il y a des barrières au niveau visuel, sauf ceux qui arrivent vraiment. Mais vous voulez dire quoi? Spontanément, on ne se dit pas forcément que c'est des métiers accessibles pour une personne aveugle. Ouais. Et qu'en fait, les plus grandes difficultés rencontrées, de ce qu'on me raconte, c'est pas lié au fait d'accéder au contenu, que ce soit par exemple les cours ou, je sais pas, je pense pour le droit au code civil ou des choses comme ça. C'est vraiment plus les stéréotypes, en fait, et la discrimination qui va avec ça. Donc, les a priori des personnes face à un handicap. Comment on peut faire pour faire appel à Portail? Pour nous contacter, on peut le faire de différentes manières. On a un mail et un numéro de téléphone. Donc, les personnes peuvent nous contacter directement. Ou alors, on reçoit aussi pas mal de demandes directement par l'assurance invalidité. Et ça, c'est des demandes qui concernent soit le soutien pendant la formation, soit l'orientation professionnelle. Donc, c'est des mandats qu'on reçoit et on est financé par l'assurance invalidité pour accompagner les personnes pendant une durée déterminée. Des fois, c'est aussi dans le réseau. Donc, ça peut être, par exemple, une assistante sociale ou des ergothérapeutes spécialisés en basse vision ou des ophtalmologues. Enfin, voilà, différentes personnes qui gravitent autour, qui nous connaissent et nous adressent les personnes. Quel encadrement est proposé à Portail et comment est-ce que ça s'organise du coup? Alors, ça dépend ce qu'on va faire. Donc, il y a quand même une bonne partie qui est de l'entretien individuel. Donc, par exemple, moi, je vais rencontrer les personnes la plupart du temps toute seule. Des fois, ça peut être avec d'autres personnes. Comme on parlait pour le soutien psychologique, ça peut être avec des proches parfois. Parfois, c'est avec des personnes du réseau, par exemple les personnes qui nous mandatent à l'AI ou bien des ergothérapeutes pour discuter ensemble avec la personne concernée de la situation. Pour mes collègues formateurs et formatrices d'adultes, c'est aussi une part individuelle comme ça. Il y a aussi ce travail en réseau, mais du coup, c'est pas tout à fait le même réseau puisqu'il y a aussi des équipes enseignantes ou des doyens, doyennes, directeurs, directrices d'établissements de formation. Nous, concrètement, on est basé à Lausanne, donc on a notre bureau là-bas, mais comme je l'ai dit, on travaille dans toute la Suisse romande, donc on passe aussi pas mal de temps à se balader dans la Suisse. À Fribourg, un peu partout. Voilà, parfois jusqu'au Jura. C'est loin. Donc voilà, on a aussi une part vraiment de mobilité comme ça. Et puis, il y a une part de travail plus administratif, qu'on peut faire du coup de où on veut. Et quand et pourquoi on peut me contacter? Par exemple, comme moi j'ai dit avant, j'aimerais être écrivain. Pourquoi est-ce que je contacterais Portail? Ouais. Alors là, ça dépend du coup où les personnes se situent dans leur parcours de formation. Le plus tôt qu'on rencontre des personnes, c'est vers la fin de l'école obligatoire, pour anticiper la suite, parce que nous, on aime bien l'anticipation quand même. ça garantit quand même une plus grande chance de succès pour la suite. Mais en vrai, à tout moment, on peut nous contacter. Et puis nous, on prend volontiers un petit peu de temps pour discuter, pour voir si on est les bonnes personnes à ce moment-là. Si c'est pas nous, on connaît assez bien le réseau, donc on peut aussi réorienter. Mais plus globalement, je dirais qu'on peut nous contacter quand on rencontre quand on a des questionnements ou qu'on rencontre des difficultés en lien avec sa santé visuelle et l'insertion professionnelle. Nous remercions Claire Lame d'avoir accepté notre interview aujourd'hui, en espérant nous recroiser très bientôt à Portail, pourquoi pas. Nous remercions également l'ABA, le Poinçon et Gilles Gueguis, ingénieur son, pour nous permettre d'enregistrer ce podcast comme des vrais professionnels. Nous sommes très heureuses de pouvoir renseigner toute une communauté de personnes malvoyantes ou aveugles qui aimeraient en savoir plus sur ce qu'il leur est possible de faire pour s'orienter professionnellement
et tisser des liens avec ceux qui créent des projets pour l'inclusion et l'accessibilité. La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts.